Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Le Vicomte de Bragelonne, tome 4. Par Alexandre Dumas and Auguste Maquet. Chapitre 197, Roi et noblesse. Louis se remit aussitôt, pour faire un bon visage à Monsieur de la Fère. Il prévoyait bien que le comte n'arrivait point par hasard. Il sentait vaguement l'importance de cette visite, mais à un homme du ton d'Athos, à un esprit aussi distingué, la première vue ne devait rien offrir de désagréable ou de mal ordonné. Quand le jeune roi fut assuré d'être calme en apparence, il donna ordre aux huissiers d'introduire le comte. Quelques minutes après, Athos, en habit de cérémonie, revêtu des ordres que seul il avait le droit de porter à la cour de France, Athos se présenta d'un air si grave et si solennel, que le roi put juger, du premier coup, s'il s'était ou non trompé dans ses pressentiments. Louis fit un pas vers le comte, et lui tendit avec un sourire une main sur laquelle Athos s'inclina plein de respect. Monsieur le comte de la Fère, dit le roi rapidement, vous êtes si rare chez moi, que c'est une très bonne fortune de vous y voir. Athos s'inclina, et répondit. Je voudrais avoir le bonheur d'être toujours auprès de votre majesté. Cette réponse, faite sur ce ton, signifiait manifestement « Je voudrais pouvoir être un des conseillers du roi pour lui épargner des fautes. » Le roi le sentit, et, décidé devant cet homme à conserver l'avantage du calme, avec l'avantage du rang. « Je vois que vous avez quelque chose à me dire, fit-il. Je ne me serais pas, sans cela, permis de me présenter chez votre majesté. Dites vite, monsieur, j'ai hâte de vous satisfaire. Le roi s'assit. Je suis persuadé, répliqua Athos d'un ton légèrement ému, que votre majesté me donnera toute satisfaction. Ah, dit le roi avec une certaine hauteur, c'est une plainte que vous venez formuler ici? Ce ne serait une plainte, reprit Athos, que si votre majesté. Mais veuillez m'excuser, sire, je vais reprendre l'entretien à son début. J'attends. Le roi se souvient qu'à l'époque du départ de Monsieur de Buckingham, j'ai eu l'honneur de l'entretenir. À cette époque, à peu près. Oui, je me le rappelle, seulement, le sujet de l'entretien, je l'ai oublié. Athos tressaillit. J'aurai l'honneur de le rappeler au roi, dit-il. Il s'agissait d'une demande que je venais adresser à votre majesté, touchant le mariage que voulait contracter monsieur de Bragelonne avec mademoiselle de la Vallière. Nous y voici, pensa le roi. Je me souviens, dit-il tout haut. À cette époque, poursuivit Athos, le roi fut si bon et si généreux envers moi et monsieur de Bragelonne, que pas un des mots prononcés par sa majesté ne m'est sorti de la mémoire. Et fit le roi. Et le roi, à qui je demandais mademoiselle de la Vallière pour monsieur de Bragelonne, me refusa. C'est vrai, dit sèchement Louis. En alléguant, se hâta de dire Athos, que la fiancée n'avait pas d'état dans le monde. Louis se contraignit pour écouter patiemment. Que, ajouta Athos, elle avait peu de fortune. Le roi s'enfonça dans son fauteuil. Peu de naissance. Nouvelle impatience du roi. Et peu de beauté, ajouta encore impitoyablement Athos. Ce dernier trait, enfoncé dans le cœur de l'amant, le fit bondir hors mesure. Monsieur, dit-il, voilà une bien bonne mémoire. C'est toujours ce qui m'arrive quand j'ai l'honneur si grand d'un entretien avec le roi, repartit le comte sans se troubler. Enfin, j'ai dit tout cela, soit. Et j'en ai beaucoup remercié votre majesté, sire, parce que ces paroles témoignaient d'un intérêt bien honorable pour monsieur de Bragelonne. Vous vous rappelez aussi, dit le roi en pesant sur ces paroles, que vous aviez pour ce mariage une grande répugnance? Non. C'est vrai, sire. Et que vous faisiez la demande, à contre-cœur? Oui, votre majesté. Enfin, je me rappelle aussi,
car j'ai une mémoire presque aussi bonne que la vôtre, je me rappelle, dis-je, que vous avez dit ces paroles. Je ne crois pas à l'amour de mademoiselle de la Vallière pour monsieur de Bragelonne. Est-ce vrai? Athos sentit le coup, il ne recula pas. Sire, dit-il, j'en ai déjà demandé pardon à votre majesté, mais il est certaines choses dans cet entretien qui ne seront intelligibles qu'au dénouement. Voyons le dénouement, alors. Le voici. Votre majesté avait dit qu'elle différait le mariage pour le bien de monsieur de Bragelonne. Le roi se tut. Aujourd'hui, monsieur de Bragelonne est tellement malheureux qu'il ne peut différer plus longtemps de demander une solution à votre majesté. Le roi pâlit. Athos le regarda fixement. Et que, demande-t-il? Monsieur de Bragelonne, dit le roi, avec hésitation. Absolument ce que je venais demander au roi, dans la dernière entrevue, le consentement de votre majesté à son mariage. Le roi se tut. Les questions relatives aux obstacles sont aplanies pour nous, continua Athos. Mademoiselle de la Vallière, sans fortune, sans naissance et sans beauté, n'en est pas moins le seul beau parti du monde pour monsieur de Bragelonne, puisqu'il aime cette jeune fille. Le roi serra ses mains l'une contre l'autre. Le roi hésite? Demanda le comte, sans rien perdre de sa fermeté, ni de sa politesse. Je n'hésite pas, je refuse, répliqua le roi. Athos se recueillit un moment. J'ai eu l'honneur, dit-il d'une voix douce, de faire observer au roi que nul obstacle n'arrêtait les affections de monsieur de Bragelonne, et que sa détermination semblait invariable. Il y a ma volonté, c'est un obstacle, je crois? C'est le plus sérieux de tous, riposta Athos. Ah? Maintenant, qu'il nous soit permis de demander humblement à votre majesté la raison de ce refus. La raison? Une question? Non. S'écria le roi. Une demande, sire. Le roi, s'appuyant sur la table avec les deux poings. Vous avez perdu l'usage de la cour, monsieur de la Fère, dit-il d'une voix concentrée. À la cour, on ne questionne pas le roi. C'est vrai, sire, mais si l'on ne questionne pas, on suppose. On suppose, que veut dire cela? Presque toujours la supposition du sujet implique la franchise du roi. Monsieur. Et le manque de confiance du sujet, poursuivit intrépidement Athos. Je crois que vous vous méprenez, dit le monarque entraîné malgré lui à la colère. Sire, je suis forcé de chercher ailleurs ce que je croyais trouver en votre majesté. Au lieu d'avoir une réponse de vous, je suis forcé de m'en faire une à moi-même. Monsieur le comte, dit-il, je vous ai donné tout le temps que j'avais de libre. Sire, répondit le comte, je n'ai pas eu le temps de dire au roi ce que j'étais venu lui dire, et je vois si rarement le roi, que je dois saisir l'occasion. Vous en étiez à des suppositions? Vous allez passer aux offenses. Oh? Sire, offenser le roi, moi? Jamais. J'ai toute ma vie soutenu que les rois sont au-dessus des autres hommes, non seulement par le rang et la puissance, mais par la noblesse du cœur et la valeur de l'esprit. Je ne me ferai jamais croire que mon roi, celui qui m'a dit une parole, cachait avec cette parole une arrière-pensée. Qu'est-ce à dire? Quelle arrière-pensée? Je m'explique, dit froidement Athos. Si, en refusant la main de mademoiselle de la Vallière à monsieur de Bragelonne, votre majesté avait un autre but que le bonheur et la fortune du vicomte. Vous voyez bien, monsieur, que vous m'offensez. Si, en demandant un délai au vicomte, votre majesté avait voulu éloigner seulement le fiancé de mademoiselle de la Vallière? Monsieur. Monsieur. C'est que je l'ai ouï dire partout, sire. Partout l'on parle de l'amour de votre majesté pour mademoiselle de la Vallière. Le roi déchira ses gants, que, par contenance, il mordillait depuis quelques minutes. Malheur, s'écria-t-il, à ceux qui se mêlent de mes affaires.
J'ai pris un parti, je briserai tous les obstacles. Quels obstacles? Dit Athos. Le roi s'arrêta court, comme un cheval emporté à qui le mort brise le palais, en se retournant dans sa bouche. J'aime mademoiselle de la Vallière, dit-il soudain avec autant de noblesse que d'emportement. Mais, interrompit Athos, cela n'empêche pas votre majesté de marier monsieur de Bragelonne avec mademoiselle de la Vallière. Le sacrifice est digne d'un roi, il est mérité par monsieur de Bragelonne, qui a déjà rendu des services, et qui peut passer pour un brave homme. Ainsi donc, le roi, en renonçant à son amour, fait preuve à la fois de générosité, de reconnaissance et de bonne politique. Mademoiselle de la Vallière, dit sourdement le roi, n'aime pas monsieur de Bragelonne. Le roi le sait? Demanda Athos, avec un regard profond. Je le sais. Depuis peu, alors, sans quoi, si le roi le savait lors de ma première demande, Sa Majesté eût pris la peine de me le dire. Depuis peu. Athos garda un moment le silence. Je ne comprends point alors, dit-il, que le roi ait envoyé monsieur de Bragelonne à Londres. Cet exil surprend à bon droit ceux qui aiment l'honneur du roi. Qui parle de l'honneur du roi, monsieur de la Fère? L'honneur du roi, sire, est fait de l'honneur de toute sa noblesse. Quand le roi offense un de ses gentilshommes, c'est-à-dire quand il lui prend un morceau de son honneur, c'est à lui-même, au roi, que cette part d'honneur est dérobée. Monsieur de la Fère. Sire, vous avez envoyé à Londres le vicomte de Bragelonne avant d'être l'amant de mademoiselle de la Vallière, ou depuis que vous êtes son amant? Le roi, irrité, surtout parce qu'il se sentait dominé, voulut congédier Athos par un geste. Sire, je vous dirai tout, répliqua le comte, je ne sortirai d'ici que satisfait par votre majesté ou par moi-même. Satisfait si vous m'avez prouvé que vous avez raison, satisfait si je vous ai prouvé que vous avez tort. Oh! Vous m'écouterez, sire. Je suis vieux, et je tiens à tout ce qu'il y a de vraiment grand et de vraiment fort dans le royaume. Je suis un gentilhomme qui a versé son sang pour votre père et pour vous, sans jamais avoir rien demandé ni à vous, ni à votre père. Je n'ai fait de tort à personne en ce monde, et j'ai obligé des rois. Vous m'écouterez. Je viens vous demander compte de l'honneur d'un de vos serviteurs, que vous avez abusé par un mensonge, ou trahi par une faiblesse. Je sais que ces mots irritent votre majesté, mais les faits nous tuent, nous autres. Je sais que vous cherchez quel châtiment vous ferez subir à ma franchise, mais je sais, moi, quel châtiment je demanderai à Dieu de vous infliger, quand je lui raconterai votre parjure et le malheur de mon fils. Le roi se promenait à grands pas, la main sur la poitrine, la tête roidie, l'œil flamboyant. Monsieur, s'écria-t-il tout à coup, si j'étais pour vous le roi, vous seriez déjà puni, mais je ne suis qu'un homme, et j'ai le droit d'aimer sur la terre ceux qui m'aiment, bonheur si rare. Vous n'avez pas plus ce droit comme homme que comme roi? Ou, si vous vouliez le prendre loyalement, il fallait prévenir monsieur de Bragelonne au lieu de l'exiler. Je crois que je discute, en vérité, interrompit Louis XIV avec cette majesté que lui seul savait trouver à un point si remarquable dans le regard et dans la voix. J'espérais que vous me répondriez, dit le comte. Vous saurez tantôt ma réponse, monsieur. Vous savez ma pensée? Répliqua monsieur de la Fère. Vous avez oublié que vous parliez au roi, monsieur, c'est un crime. Vous avez oublié que vous brisiez la vie de deux hommes, c'est un péché mortel, sire. Sortez, maintenant. Pas avant de vous avoir dit, fils de Louis XIII, vous commencez mal votre règne, car vous le commencez par le rapt et la déloyauté. Ma race et moi, nous sommes dégagés envers vous de toute cette affection et de tout ce respect que j'avais fait jurer à mon fils, dans les caveaux de Saint-Denis, en présence des restes de vos nobles aïeux. Vous êtes devenu notre ennemi, sire, et nous n'avons plus affaire désormais qu'à Dieu, notre seul maître. Prenez-y garde.
Vous menacez? Oh? Non, dit tristement Athos, et je n'ai pas plus de bravade que de peur dans l'âme. Dieu, dont je vous parle, sire, m'entend parler. Il sait que, pour l'intégrité, pour l'honneur de votre couronne, je verserai encore à présent tout ce que m'ont laissé de sang, 20 années de guerre civile et étrangère. Je puis donc vous assurer que je ne menace pas le roi plus que je ne menace l'homme, mais je vous dis, à vous, vous perdez 2 serviteurs pour avoir tué la foi dans le cœur du Père, et l'amour dans le cœur du Fils. L'un ne croit plus à la parole royale, l'autre ne croit plus à la loyauté des hommes, ni à la pureté des femmes. L'un est mort au respect, et l'autre à l'obéissance. Adieu. Cela dit, Athos brisa son épée sur son genou, en déposa lentement les 2 morceaux sur le parquet, et, saluant le roi, qui étouffait de rage et de honte, il sortit du cabinet. Louis, abîmé sur sa table, passa quelques minutes à se remettre, et, se relevant soudain, il sonna violemment. « Qu'on appelle Monsieur d'Artagnan » dit-il aux huissiers épouvantés. Fin du chapitre. Chapitre 198, suite d'orage. Sans doute nos lecteurs se sont déjà demandé comment Athos s'était si bien à point trouvé chez le roi, lui, dont ils n'avaient point entendu parler depuis un long temps. Notre prétention, comme romancier, étant surtout d'enchaîner les événements les uns aux autres avec une logique presque fatale, nous nous tenions prêts à répondre, et nous répondons à cette question. Porthos, fidèle à son devoir d'arrangeur d'affaires, avait, en quittant le palais royal, été rejoindre Raoul au Minime du bois de Vincennes, et lui avait raconté, dans ses moindres détails, son entretien avec Monsieur de Saint-Aignan, puis il avait terminé en disant que le message du roi à son favori n'amènerait, probablement, qu'un retard momentané, et qu'en quittant le roi de Saint-Aignan s'empresserait de se rendre à l'appel que lui avait fait Raoul. Mais Raoul, moins crédule que son vieil ami, avait conclu, du récit de Porthos, que, si de Saint-Aignan allait chez le roi, de Saint-Aignan compterait tout au roi, et que, si de Saint-Aignan comptait tout au roi, le roi défendrait à de Saint-Aignan de se présenter sur le terrain. Il avait donc, en conséquence de cette réflexion, laissé Porthos garder la place, au cas, fort peu probable, où de Saint-Aignan viendrait, et encore avait-il bien engagé Porthos à ne pas rester sur le pré plus d'1 heure ou 1 heure et demie. Et ce à quoi Porthos s'était formellement refusé, s'installant bien au contraire au Minime, comme pour y prendre racine, faisant promettre à Raoul de revenir de chez son père chez lui, Raoul, afin que le laquais de Porthos sût où le trouver si Monsieur de Saint-Aignan venait au rendez-vous. Bragelonne avait quitté Vincennes, et s'était acheminé tout droit chez Athos, qui, depuis 2 jours, était à Paris. Le comte était déjà prévenu par une lettre de d'Artagnan. Raoul arrivait donc surabondamment chez son père, qui, après lui avoir tendu la main et l'avoir embrassé, lui fit signe de s'asseoir. « Je sais que vous venez à moi comme on vient à un ami, vicomte, quand on pleure et quand on souffre. Dites-moi quelle cause vous amène. » Le jeune homme s'inclina, et commença son récit. Plus d'une fois, dans le cours de ce récit, les larmes coupèrent sa voix, et un sanglot étranglé dans sa gorge suspendit la narration. Cependant, il acheva. Athos savait probablement déjà à quoi s'en tenir, puisque nous avons dit que d'Artagnan lui avait écrit, mais, tenant à garder jusqu'au bout ce calme et cette sérénité qui faisaient le côté presque surhumain de son caractère, il répondit. Raoul, je ne crois rien de ce que l'on dit, je ne crois rien de ce que vous craignez. Non pas que des personnes dignes de foi ne m'aient pas déjà entretenu de cette aventure, mais parce que, dans mon âme et dans ma conscience, je crois impossible que le roi ait outragé un gentilhomme. Je garantis donc le roi, et vais vous rapporter la preuve de ce que je dis. Raoul, flottant comme un homme ivre entre ce qu'il avait vu de ses propres yeux, et cette imperturbable foi qu'il avait dans un homme qui n'avait jamais menti, s'inclina, et se contenta de répondre. « Allez donc, monsieur le comte, j'attendrai. » Et il s'assit,
la tête cachée dans ses 2 mains. Athos s'habilla et partit. Chez le roi, il fit ce que nous venons de raconter à nos lecteurs, qui l'ont vu entrer chez Sa Majesté, et qui l'ont vu en sortir. Quand il rentra chez lui, Raoul, pâle et morne, n'avait pas quitté sa position désespérée. Cependant, au bruit des portes qui s'ouvraient, au bruit des pas de son père qui s'approchait de lui, le jeune homme releva la tête. Athos était pâle, découvert, grave. Il remit son manteau et son chapeau au laquais, le congédia du geste et s'assit près de Raoul. « Eh bien, monsieur ?» demanda le jeune homme en hochant tristement la tête de haut en bas. « Êtes-vous bien convaincu, à présent ?»« Je le suis, Raoul. Le roi aime mademoiselle de la Vallière. »« Ainsi, il avoue ?» s'écria Raoul. « Absolument, dit Athos. »« Et elle ? » ?»« Je ne l'ai pas vue. »« Non, mais le roi vous en a parlé. »« Que dit-il d'elle ? » ?»« Il dit qu'elle l'aime. »« Oh ? Vous voyez, monsieur. » Et le jeune homme fit un geste de désespoir. « Raoul, reprit le comte, j'ai dit au roi, croyez-le bien, tout ce que vous eussiez pu lui dire vous-même, et je crois le lui avoir dit en termes convenables, mais fermes. Et que lui avez-vous dit, monsieur ? J'ai dit, Raoul, que tout était fini entre lui et nous, que vous ne seriez plus rien pour son service. J'ai dit que moi-même, je demeurerais à l'écart. Il ne me reste plus qu'à savoir une chose. Laquelle, monsieur ? Si vous avez pris votre parti. Mon parti ? À quel sujet ? Touchant l'amour et... Achevez, monsieur. Et touchant la vengeance, car j'ai peur que vous ne songiez à vous venger. Oh ? Monsieur, l'amour, peut-être un jour, plus tard, réussirai-je à l'arracher de mon cœur. J'y compte, avec l'aide de Dieu et le secours de vos sages exhortations. La vengeance, je n'y avais songé que sous l'empire d'une pensée mauvaise, car ce n'était point du vrai coupable que je pouvais me venger. J'ai donc déjà renoncé à la vengeance. Ainsi, vous ne songez plus à chercher une querelle à monsieur de Saint-Aignan ? Non. Non, monsieur. Un défi a été fait. Si monsieur de Saint-Aignan l'accepte, je le soutiendrai. S'il ne le relève pas, je le laisserai à terre. Et de la Vallière ? Monsieur le comte n'a pas sérieusement cru que je songerais à me venger d'une femme ? Répondit Raoul avec un sourire si triste, qu'il attira une larme au bord des paupières de cet homme qui s'était tant de fois penché sur ses douleurs et sur les douleurs des autres. Il tendit sa main à Raoul. Raoul la saisit vivement. Ainsi, monsieur le comte, vous êtes bien assuré que le mal est sans remède ? Demanda le jeune homme. Athos secoua la tête à son tour. Pauvre enfant, murmura-t-il. Vous pensez que j'espère encore ? Dit Raoul, et vous me plaignez. Oh ! C'est qu'il m'en coûte horriblement, voyez-vous, pour mépriser, comme je le dois, celle que j'ai tant aimée. Que n'ai-je quelque tort envers elle ? Je serai heureux, et je lui pardonnerai. Athos regarda tristement son fils. Ces quelques mots que venait de prononcer Raoul semblaient être sortis de son propre cœur. En ce moment, le laquais annonça Monsieur d'Artagnan. Ce nom retentit, d'une façon bien différente, aux oreilles d'Athos et de Raoul. Le mousquetaire annoncé fit son entrée, avec un vague sourire sur les lèvres. Raoul s'arrêta. Athos marcha vers son ami avec une expression de visage qui n'échappa point à Bragelonne. D'Artagnan répondit à Athos par un simple clignement de l'œil, puis, s'avançant vers Raoul et lui prenant la main. « Eh bien, dit-il s'adressant à la fois au père et au fils, nous consolons l'enfant, à ce qu'il paraît ? Et vous, toujours bon, dit Athos, vous venez m'aider à cette tâche difficile. » Et ce disant, Athos serra entre ses 2 mains la main de d'Artagnan. Raoul crut remarquer que cette pression avait un sens particulier, à part celui des paroles. « Oui, » répondit le mousquetaire en se grattant la moustache de la main qu'Athos lui laissait libre, « oui, je viens aussi. » « Soyez le bienvenu, monsieur le chevalier.
non pour la consolation que vous apportez, mais pour vous-même. Je suis consolé. Et il essaya d'un sourire plus triste qu'aucune des larmes que d'Artagnan eût jamais vu répandre. À la bonne heure, fit d'Artagnan. Seulement, continua Raoul, vous êtes arrivé comme monsieur le comte allait me donner les détails de son entrevue avec le roi. Vous permettez, n'est-ce pas, que monsieur le comte continue? Et les yeux du jeune homme semblaient vouloir lire jusqu'au fond du cœur du mousquetaire. Son entrevue avec le roi? Fit d'Artagnan d'un ton si naturel qu'il n'y avait pas moyen de douter de son étonnement. Vous avez donc vu le roi, Athos? Athos sourit. Oui, dit-il, je l'ai vu. Ah, vraiment, vous ignoriez que le comte eût vu sa majesté? Demanda Raoul, à demi rassuré. Ma foi, oui, tout à fait. Alors, me voilà plus tranquille, dit Raoul. Tranquille et sur quoi? Demanda Athos. Monsieur, dit Raoul, pardonnez-moi, mais connaissant l'amitié que vous me faites l'honneur de me porter, je craignais que vous n'eussiez un peu vivement exprimé à Sa Majesté ma douleur et votre indignation, et qu'alors le roi... Et qu'alors le roi? Répéta d'Artagnan. Voyons, achevez Raoul. Excusez-moi à votre tour, monsieur d'Artagnan, dit Raoul. Un instant j'ai tremblé, je l'avoue, que vous ne vinssiez pas ici comme monsieur d'Artagnan, mais comme capitaine de mousquetaires. Vous êtes fou, mon pauvre Raoul, s'écria d'Artagnan avec un éclat de rire, dans lequel un exact observateur eût peut-être désiré plus de franchise. Tant mieux, dit Raoul. Oui, fou, et savez-vous ce que je vous conseille? Dites, monsieur, venant de vous, l'avis doit être bon. Eh bien, je vous conseille, après votre voyage, après votre visite chez monsieur de Guiche, après votre visite chez madame, après votre visite chez Porthos, après votre voyage à Vincennes, je vous conseille de prendre quelque repos. Couchez-vous, dormez 12 heures, et à votre réveil, fatiguez-moi un bon cheval. Et l'attirant à lui, il l'embrassa comme il eût fait de son propre enfant. Athos en fit autant. Seulement, il était visible que le baiser était plus tendre, et la pression plus forte encore chez le père que chez l'ami. Le jeune homme regarda de nouveau ces deux hommes, en appliquant à les pénétrer toutes les forces de son intelligence. Mais son regard s'émoussa sur la physionomie riante du mousquetaire, et sur la figure calme et douce du comte de la Fère. Et où allez-vous, Raoul? Demanda ce dernier, voyant que Bragelonne s'apprêtait à sortir. Chez moi, monsieur, répondit celui-ci de sa voix douce et triste. C'est donc là qu'on vous trouvera, vicomte, si l'on a quelque chose à vous dire? Oui, monsieur. Est-ce que vous prévoyez avoir quelque chose à me dire? Que sais-je, dit Athos. Oui, de nouvelles consolations, dit d'Artagnan en poussant tout doucement Raoul vers la porte. Raoul, voyant cette sérénité dans chaque geste des deux amis, sortit de chez le comte, n'emportant avec lui que l'unique sentiment de sa douleur particulière. Dieu soit loué, dit-il, je puis donc ne plus penser qu'à moi. Et s'enveloppant de son manteau, de manière à cacher aux passants son visage attristé, il sortit pour se rendre à son propre logement, comme il l'avait promis à Porthos. Les deux amis avaient vu le jeune homme s'éloigner, avec un sentiment pareil de commisération. Seulement, chacun d'eux l'avait exprimé d'une façon différente. Pauvre Raoul, avait dit Athos en laissant échapper un soupir. Pauvre Raoul, avait dit d'Artagnan en haussant les épaules. Fin du chapitre. Chapitre 199, misé. Pauvre Raoul, avait dit Athos. Pauvre Raoul, avait dit d'Artagnan. En effet, plaint par ces deux hommes si forts, Raoul devait être un homme bien malheureux. Aussi, lorsqu'il se trouva seul en face de lui-même, laissant derrière lui l'ami intrépide et le père indulgent,
lorsqu'il se rappela l'aveu fait par le roi de cette tendresse qui lui volait sa bien-aimée Louise de la Vallière, il sentit son cœur se briser, comme chacun de nous l'a senti se briser une fois à la première illusion détruite, au premier amour trahi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.